Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda est une production de Zeteo et c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvions notre porte pour être submergés d'amour. Cette semaine, nous rencontrons Clémence, dont les graves et profondes blessures subies dès son enfance ont ressurgi à la fin de l'adolescence. Je m'appelle Clémence. Moi, je suis la 5e d'une fratrie de 7. Quand j'étais petite, moi, j'aimais Dieu. Je suis née dans une famille catholique, pratiquante. Et je voulais être religieuse parce que j'étais persuadée que pour être sainte, il fallait être religieuse, qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Donc j'avais vraiment une foi de petite fille, mais très ardente. J'écrivais des prières et j'étais vraiment... j'avais un grand désir dans le cœur. J'ai grandi, j'avais une enfance heureuse, entourée de mes frères et sœurs, de mes parents qui s'aiment, des grands-parents où on venait à chaque vacances, où je pouvais grimper aux arbres. J'adorais grimper aux arbres. Je portais pourtant une robe à smoke, ce qui n'était pas forcément évident. Et en tout cas, j'étais vraiment une petite fille pleine d'énergie et pleine de vie. Mon père travaille dans la fonction publique et du coup on déménageait beaucoup. Donc le lieu des grands-parents, le lieu racine, était très important parce qu'on déménageait tous les ans, tous les 2 ans, 3 ans. Donc par rapport aux amitiés, c'était pas forcément évident et le clan des frères et sœurs était vraiment très fort. Moi, tous ces déménagements, ça m'a beaucoup insécurisée parce qu'il fallait à chaque fois reprendre ses marques, s'ouvrir à chaque fois, être vulnérable, découvrir aussi d'autres mentalités, même si ce n'était qu'en France. Et au fur et à mesure du fait que je grandissais, à partir de 8 ans peut-être, j'ai commencé à ressentir beaucoup d'émotions négatives. Je commençais à ressentir beaucoup de tristesse ou un vide en moi. Et j'avais tout le temps peur. C'était des choses qui grandissaient de façon vraiment très forte. Ce qui est sûr et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ma vie chrétienne, c'est sûr, m'a donné énormément de force. J'ai reçu la communion très jeune. Je devais avoir 6 ans. J'ai été confirmée aussi très jeune. Je devais avoir 12 ans. Et aujourd'hui, je suis capable de dire que les sacrements m'ont énormément portée et continuent de me porter aujourd'hui. Quand j'ai 10 ans, suite à toutes ces émotions négatives que je ressentais, un jour... je prends un compas dans ma trousse et je me scarifie le bras, à l'intérieur du bras, parce que c'était une façon pour moi de vraiment de faire ressortir le mal-être que je ressentais, de faire ressortir une espèce de colère intérieure qui prenait vraiment beaucoup, beaucoup de place. Et comme je n'arrivais pas à dire quoi que ce soit et à l'exprimer, et que j'avais pas de symptômes, le fait de me scarifier, c'était une façon pour moi de justifier un peu ma souffrance. Le climat familial se transforme. Moi, je suis assez détestable au sein de la famille. Je fais souvent la tête. Je suis en désaccord avec tout. Les déménagements fragilisent tout le monde. Et du coup, il y a beaucoup de disputes et il y a beaucoup d'incompréhension entre nous tous. Ma mère... qui du coup s'est occupée de nous, qui était donc une mère au foyer, était très à l'écoute de ses enfants. Et au fur et à mesure, je grandis. Et puis un jour, elle voit un pansement sous mon bras et elle comprend tout de suite ce que j'ai fait. Et donc, elle me pose la question
de savoir pourquoi je faisais ça. Et la seule réponse que j'ai été capable de lui donner, c'était la colère que j'avais en moi et que je ne pouvais exprimer que par là. Mais j'étais incapable de dire autre chose. Je commence à écrire beaucoup sur des feuilles. Mon parrain m'offre un carnet, un premier carnet, j'avais 12-13 ans. Et du coup, c'était mon premier journal intime. Donc, j'écris sur ce que je ressens, sur ce que je vis, sur les déménagements, sur mes amis, sur mes difficultés dans la famille, sur la sensation de ne pas faire partie de cette famille, d'avoir l'impression d'être différente. Alors, je ressemble beaucoup à mon père et à ma mère, donc il n'y a vraiment nul doute sur le fait d'être adoptée ou pas. Mais vraiment, c'était un sentiment qui était très, très fort. Et plus je grandis, plus j'ai une espèce de réminiscence, des flashbacks, des choses confuses qui remontent un petit peu, des sensations étranges de corps que j'arrive pas à comprendre, un espèce d'éveil du corps qui est très violent pour moi. Et j'ai toujours ce sentiment qu'on m'a coupé les ailes. C'est obsessionnel. J'ai toujours l'impression qu'on m'a coupé les ailes, qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui fait qu'aujourd'hui, je peux pas aller de l'avant, mais sans être capable de mettre des mots concrets vraiment dessus. Ça reste des sensations. J'ai l'impression de plus du tout faire partie de la famille. Vraiment, je suis amputée. J'ai cette sensation d'être amputée de quelque chose. Dans les sensations que j'avais, là, au fur et à mesure que je grandis, c'est des flashbacks et mon cousin, un de mes cousins qui est plus âgé que moi, qui a 9 ans de plus que moi, est toujours présent dans ces images, dans ces sensations. Sans savoir vraiment à quoi ça correspond, mais voilà, il est présent. Et donc, je réponds pas à la question, mais en tout cas, c'est là. Et dans ma famille, on avance. C'est vraiment bras de fer, vaille que vaille, tout doit être carré, parfait, on ne montre pas ses émotions et on s'apitoie pas sur son sort. Donc le fossé se creuse vraiment de plus en plus. Moi, je vois les failles du système et il y a un fossé qui se creuse entre nous de façon très forte. C'est-à-dire que je comprends l'éducation qu'on me donne, mais je la trouve pas cohérente. Et pour moi, je crève vraiment de ne pas pouvoir exprimer et que les gens autour de moi ne s'expriment pas. Et je les vois dépressifs. Ma mère est dépressive. Mon père, en fait, l'est plus ou moins, mais d'une autre manière, il a beaucoup d'énergie. Et toute ma famille, de façon un peu plus large, surtout le côté maternel, vraiment, les gens sont tous en dépression. Donc, je grandis vraiment dans cet environnement où c'est raide pour moi. Mon père, en l'occurrence, refuse d'être embrassé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vient pour lui faire un câlin ou l'embrasser, il a toujours un réflexe de rejet. Et ça m'a beaucoup marqué dans ma vie. Moi, je commence à avoir des petits copains à 14, 15 ans. À 17 ans, c'est vraiment mon premier amour. Alors, c'est interdit dans ma famille, dans le sens où on a un garçon avec qui on est, puis on décide de se marier et d'avoir des enfants, etc. Donc, il y a quelque chose de secret, d'interdit dans le fait de sortir avec des garçons, de les embrasser. Et moi, c'est vraiment une souffrance. Tout ce secret, cet interdit, je ne comprends pas pourquoi. Et mon mal-être vraiment grandit de plus en plus. Donc, j'ai cessé de me scarifier parce que je me suis dit que ça se voyait. Donc, je ne voulais pas que ça se voie et passer pour la cinglée. Mais du coup, j'ai remplacé la scarification par le fait d'être boulimique. Donc, je rentre dans un cercle vraiment infernal. Je maigris, je grossis, je maigris, je grossis. Et surtout, je m'abîme, j'ai des sauts d'humeur très violents. Et du coup, la boulimie s'intensifie. Mais être boulimique dans une famille nombreuse, c'est pas simple à gérer. À l'école, je me traîne, c'est la catastrophe. J'ai été première de classe jusqu'en 6e. Et après, c'était la chute libre. Moi, je suis une grande intuitive et je comprends pas du tout pourquoi on veut nous apprendre toutes ces choses-là qui n'ont pas de sens. Donc, je m'ennuie terriblement à l'école et vraiment, ça ne se voit pas à l'extérieur. Je me fais des amis, ça se passe bien à l'extérieur, mais moi, à l'intérieur, je crève, clairement. Mais comme je reste curieuse et que je suis ouverte et que j'aime la vie, le fait de participer, d'aimer l'oral, me sauve clairement dans ma scolarité. Et je commence le théâtre à l'âge de 17 ans. Un grand amour pour le théâtre. Je pense ma soif d'expression, de pouvoir vivre plein de vie sur scène. Mais je vais vraiment mal et je reste enfermée dans ce mal-être, malgré les cours de théâtre. Je commence à voir un psychothérapeute, ma mère étant ouverte à ce niveau-là, et je la remercie, pour soigner ma boulimie.
Mais ça donne rien, c'est comme si ça ne remontait pas à la racine. Pourquoi je suis boulimique ? Quand j'ai 18 ans, j'ai l'impression que les gestes de tendresse avec le garçon avec qui je sors vraiment réveillent quelque chose. Les gestes qu'il pose sur moi me donnent une réaction qui est vraiment très forte, très violente. Je montre rien de l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, ça hurle. J'ai vraiment envie d'hurler. Mais pourtant, le garçon que j'aime est délicat, c'est pas la question. Mais il y a comme un électrochoc. Et là, j'ai des flashbacks qui me reviennent, qui restent flous, mais qui reviennent de façon plus insistante. Et quelques mois après, je discute avec ma mère dans le salon. Et puis comme ça, on parlait de la famille. Ma mère était en train d'écrire une lettre à son père, parce qu'elle souffrait beaucoup du comportement de mon grand-père qui était très misogyne et qui avait un rapport aux femmes extrêmement humiliant. Et donc on discute de la famille et je lui dis comme ça, un peu sans prêter attention, les souvenirs que j'avais avec un de mes cousins lorsque j'avais 5 ans, donc lui en avait 14. Et je lui expliquais qu'il m'avait emmenée dans la chambre bleue, qu'il m'avait proposé des massages et qu'il avait commencé à me toucher. Je lui avais dit qu'à un moment donné, il m'avait enlevé ma culotte. Et je m'arrête parce que je vois la réaction de ma mère qui en fait, a l'air complètement choquée. Et moi, vraiment, je n'ai eu de cesse de lui répéter « Mais c'est pas grave, maman, c'est pas grave. » Et en fait, ma mère m'a regardée en me disant « Mais en fait, si, Clémence, c'est grave. » Et il m'a demandé d'en raconter un peu plus. Donc, j'ai commencé à lui raconter voilà, les souvenirs que j'avais. Et ma mère avait, depuis quelques années, un peu la puce à l'oreille de me voir être boulimique, de me scarifier. Elle m'avait déjà posé la question de savoir si voilà, un garçon m'avait touchée. Et moi, ça me paraissait improbable. Je me disais, non, pas du tout. Vraiment, je ne pouvais pas faire ce lien-là avec mon cousin. Ma mère ayant pris la mesure, du coup, de ce que je lui ai raconté, pour moi, ça a été un électrochoc parce qu'il y a eu une reconnaissance de finalement ce qui donnait sens à ma vie. Je me disais, ce serait donc ça. Ce serait donc les gestes que mon cousin a posés sur moi qui n'étaient pas ajustés, qui seraient l'une des causes, en tout cas, de ce mal-être qui grandit. Et ma mère, du coup, la puce à l'oreille, par justement tout le travail qu'elle-même faisait de son côté, discute avec mon père et mon père souffrait énormément de la relation de son beau-père avec les femmes. Et je découvrirai par la suite qu'en fait, mon père a été abusé sexuellement par une bonne à l'époque où il vivait en Algérie, mais ça, je l'apprendrai beaucoup plus tard. Et du coup, le fait qu'il apprenne ça l'a énormément fragilisé. Mais il a été assez présent et il m'a dit que vraiment on allait être ensemble et qu'on allait avancer ensemble dans cette histoire. Ce qui est fou, suite à cette discussion avec ma mère, c'est que moi, plus je grandissais et plus mes sensations de corps que je ressentais étaient intenses. Et j'avais toujours cette obsession dans la tête, je me disais que j'étais vicieuse, que j'étais perverse. Parce que j'avais comme quelque chose qui était très érotisé en moi, presque comme un manque sexuel. Et dès l'âge de 8 ans, 10 ans, et je me disais, mais c'est pas possible. Étant élevée dans une famille catholique, en plus de ça, où la sexualité était franchement taboue, ou en tout cas, c'était vraiment un non-dit. Pour moi, le fait d'avoir eu ce retour de ma mère qui me disait non, c'est pas normal, le fait d'avoir toujours eu l'impression d'être vicieuse et perverse, du coup, prenait son sens. Et alors, je prends conscience du décalage, mais abyssal, entre en fait l'affectivité que j'avais de mon âge et les sensations de corps que j'avais. Et j'ai compris pourquoi, en fait, tous les moments de tendresse que je pouvais avoir avec mon copain de l'époque, mon ami, eh bien, ça réveillait une excitation, mais il y avait quelque chose qui était démesuré, comme vraiment, j'avais l'impression d'être une menthe religieuse, d'être vraiment monstrueuse. Et j'ai fait plein de liens. Je me suis rendu compte que dans les livres que je lisais ou les films que je regardais, c'était toujours les personnages qui étaient victimes d'abus, alors de toutes sortes, mais particulièrement d'abus sexuels, qui étaient les personnages auxquels je m'attachais le plus, comme quelque chose qui nous reliait. Donc, je faisais vraiment des liens. Et moi, je me sentais pas normale. J'avais toujours l'impression de ne rien avoir à faire sur cette terre. Les décalages avec tout le monde, même avec les amis de mon âge, les filles de mon âge. Moi, je ne disais rien, je n'arrivais pas du tout à m'exprimer. Mais on n'était pas pareil. Il y avait vraiment un fossé énorme.
Et je vais quand même avoir des relations sexuelles avec mon premier amour, qui était secrète et interdite. Du coup, comme je le disais, parce que ma famille, il n'y avait pas cette tradition, cette ouverture-là, on va dire. Et les souvenirs commencent lentement à remonter. Mon cousin qui m'emmène dans cette chambre qui s'appelait la chambre bleue, donc chez mes grands-parents, en Auvergne. J'avais 5 ans, c'est un flashback, je me souviens de la tenue que je portais, lui en avait 14. Et au début, dans les souvenirs, il simplement il me déshabillait puisqu'il me proposait un massage. Et puis, au fur et à mesure, il me disait que ce serait plus facile, plus pratique, plus agréable d'enlever mes habits. Et du coup, il me déshabillait, il commençait à me caresser, le dos, les fesses. Et moi, dans ces moments-là, je me souviens simplement que j'étais complètement figée, complètement paralysée. C'est comme si j'étais complètement dédoublée, que je voyais vraiment la scène se passer, mais à un autre endroit. Il touchait mon corps, je me souviens surtout des sensations, en fait. Et qu'au fur et à mesure, il y avait vraiment une escalade des gestes. Je me souviens qu'il a touché mon sexe à plusieurs reprises. Et au fur et à mesure que les souvenirs revenaient, c'est arrivé vraiment au bout de plusieurs mois, même années, parce que j'avais, je pense, bloqué tellement c'était violent, que je me suis rendu compte que vraiment, il était allé jusqu'à la pénétration. Et la pénétration, c'est viol, mais la pénétration, ça peut aussi être la pénétration avec les doigts, et c'est hyper violent de le dire, et je suis très mal à l'aise et toute humble de parler de ces choses-là, parce qu'on n'en parle jamais. Mais pendant des années, pour moi, ça a été extrêmement violent, parce que j'avais toujours l'impression que tout ce que j'avais vécu, c'était rien par rapport à des histoires où les filles avaient été séquestrées, bâillonnées, violentées physiquement, alors que non, c'est grave. Et que tout ça est grave. Donc, pour moi, c'est vraiment un tsunami. J'avais 5 ans, il avait quasiment 10 ans de plus. Ça a duré pendant 5 ans à peu près. Donc, ça s'est terminé, il en avait 18. À 18 ans, même à 14 ans, on est déjà presque un homme. À 18 ans, on est un homme. Et je pense que ça s'est arrêté tout simplement parce que sa vie a changé, on n'avait plus les mêmes vacances, que voilà, on se retrouvait plus. C'est ce que je me suis dit. Mais moi, je suis restée avec le fait d'être paralysée, d'être raide, d'être absente de moi-même. Et je suis incapable de me souvenir combien de temps ça avait duré, 3 minutes, 30 minutes ou plus. Mais je garde vraiment ça très présent, que mon cousin, qui était beaucoup plus grand que moi, m'avait dit que c'était notre secret, qu'il ne fallait pas en parler aux adultes. Et du coup, j'ai gardé ce secret jusqu'à l'avoir révélé à ma mère, sans avoir conscience que c'était un secret. Il y avait toute une stratégie derrière. Et on ne devait pas se faire remarquer. Il me disait de passer d'un côté des escaliers, lui passerait de l'autre. C'était comme un jeu. C'est lui qui m'expliquait toujours ce que je devais faire. Et c'est vraiment au bout de plusieurs mois après cette discussion avec ma mère que j'ai vraiment pris conscience, mais même ça m'a pris, je pense, des années pour être capable de dire que j'avais été violée. Parce que je parlais toujours d'attouchement, d'abus, mais le mot viol est extrêmement violent et c'est seulement aujourd'hui, on va dire à 34 ans, que je suis capable de dire ce mot. Et pour moi, cette prise de conscience, c'est à la fois une dévastation et un soulagement. Une dévastation parce que ça n'arrive qu'aux autres, parce que c'est pas possible, ça peut pas m'être arrivé à moi. Et à la fois un soulagement parce que, enfin, je comprends peut-être d'où vient ce mal-être. Enfin, même mes frères et sœurs, lorsqu'ils l'ont appris, ont dit cette phrase, on comprend mieux pourquoi Clémence était comme ça. On comprend mieux pourquoi Clémence était toujours en colère, pourquoi... Parce que je me faisais beaucoup de mal, je me griffais, je me mordais quand j'étais plus jeune. Et du coup, c'était une compréhension plus globale dans la famille et donc un apaisement est arrivé. Moi qui étais toujours en confrontation avec mes parents, particulièrement avec ma mère, il y avait beaucoup de disputes, énormément. Et là, les choses se sont quand même un tout petit peu plus adoucies au sein de la famille. Je me suis rendu compte que j'étais tout le temps dans la culpabilité. Et la honte, mais c'était pas un mot que j'utilisais à l'époque. Mais ça me rongeait de l'intérieur. C'était vraiment comme une gangrène.
Cette compréhension de ce comportement avec ma famille a été salvateur. On a eu la chance de se réunir tous ensemble, mes parents et mes frères et sœurs, lors on peut appeler ça une thérapie familiale, une fois. Et ça a été extraordinaire parce qu'on a pu se dire, et tous ont pu se dire. Il y avait vraiment un mal-être qui était dans la famille, qui était général. Mes frères et sœurs ont fait des retours sur mon cousin. Et ils expliquaient aussi que c'était un cousin dont ils se méfiaient, qu'ils ne sentaient pas. Et moi, plus je grandissais, plus j'avais vraiment une aversion physique pour lui. Plus je grandissais, plus il me dégoûtait. Et je ne savais pas vraiment pourquoi. Je me souviens simplement que j'avais cette conscience, lorsque j'étais avec ma petite sœur qui a 5 ans de moins que moi, de jamais la laisser seule avec mon cousin. Ça, je m'en souviens. Alors, je ne sais pas si... Voilà, je l'ai fait systématiquement, mais je me souviens que je ne voulais pas la laisser seule avec mon cousin. Et c'était un cousin qui, en plus de ça, faisait toujours son chef. Et je voudrais dire cette chose importante, c'est que je n'ai pas pu dire non lorsque j'avais 5 ans, car j'étais trop petite et que je n'avais pas conscience de ce qui se passait. Mais un jour, quelques mois en fait seulement, avant d'avoir dit à ma mère mes souvenirs, nous étions chez mes grands-parents et je fumais une cigarette dans le salon. J'avais le droit, c'était extraordinaire, j'avais l'impression d'être une grande. Et mon cousin était arrivé et puis il m'avait dit « Arrête de fumer ta cigarette ». Et à ce moment-là, j'étais tremblante à l'intérieur de moi parce qu'à chaque fois que j'étais en présence de lui, j'étais pétrifiée. Je suis restée à ma place et je lui dis « Non, je finis de fumer ma cigarette et je pars ». Mais je tremblais, je n'avais qu'une seule envie, c'était de me barrer. Mais je trouve important simplement de partager cet instant parce que pour la première fois de ma vie, j'ai dit non à mon cousin. Et je pense que de là, s'est déclenché tout le processus après de dire, de verbalisation et de reconstruction. J'ai la chance de pouvoir compter sur ma mère, qui est très présente. Ma mère, lorsque je lui raconte cette histoire, finalement me confie qu'elle-même a été abusée sexuellement dans son enfance. Que ma mère a été violée par ses frères, ses propres frères, mes propres oncles. Et là, pour moi, je prends conscience qu'il y a un poids très très lourd d'abus sexuels dans ma famille. Du côté de ma mère, mais aussi en apprenant par la suite que mon père avait été abusé sexuellement par une nounou à l'époque où il vivait en Algérie. Dès le début de cette histoire, j'ai le soutien de mes parents. Dès le début, je me sens vraiment accueillie dans ce que j'ai dit, dans ce que je vis. Mes parents écrivent une lettre aux parents de mon cousin. C'est la mère de mon cousin qui est la sœur de ma mère. Elles s'entendent bien. C'est mon père qui écrit la lettre. Ma mère n'était pas en capacité. La famille de mon cousin nie totalement les faits. Mon oncle, donc le père de mon cousin, qui est un général de l'armée française qui a fait une très belle carrière, est dans le déni total. On attaque ce qu'il est, on attaque sa famille. Il y a une histoire de loyauté derrière. Et sa femme qui le suit, elle le suit, mais un jour, elle a fait cette confidence à mes parents. Lorsque mon oncle n'était pas là, elle lui a dit « Vous êtes courageux ». Et ça dit bien quelque chose. Mon cousin est dans le déni total, il dit qu'il n'a rien fait, il se sent choqué. Et alors, commencent à s'inverser les rôles. Ce sont les parents de mon cousin qui disent leur colère contre nous, qui disent être choqués, qui se sentent attaqués, et qui cherchent même quelque part à nous intimider, se sentant mis en danger. Ils nous disent « Attention, on ne va pas se laisser faire si vous continuez à nous insulter ». Alors que la démarche de départ, c'était simplement pour savoir comment faire pour que Clémence, son cousin, puisse se parler. Comment faire pour que mon cousin puisse peut-être être soigné, être accompagné. Ça partait vraiment d'une démarche, comme on dit un peu dans le jargon, à l'amiable. Mais ça n'a pas été reçu comme ça. Et donc, on finit par comprendre que on va certainement être obligé de passer par une procédure judiciaire pour stopper ce système infernal. Moi, je commence à voir un premier avocat, un homme très bien,
Mais je vois bien que je peux pas être défendue par un homme, que je suis mal à l'aise. Et par la suite, on finira par choisir une femme, une avocate extraordinaire. Mais pour moi, aller en justice, c'est à peine croyable. C'est dans les films. Moi, je suis complètement perdue. Je gère rien du tout. Je suis un vrai zombie. J'ai les yeux ouverts, mais je suis pas là. Et j'ai de la chance d'avoir pu compter sur le soutien de ma mère, qui a vraiment toujours été présente. La grande difficulté, c'est que toute cette histoire remuait des choses effroyables pour elle. Et donc, c'était très difficile de faire la part des choses entre ses souffrances et les miennes. C'est elle qui est en première ligne. C'est elle qui se prend vraiment toute la colère, tout le déni, tout le choc de la famille. Parce qu'au fur et à mesure, ça se sait, ça se dit, dans la famille plus large. Moi, j'ai l'idée d'écrire à mon cousin. Dans cette démarche où j'avais besoin de vérité, de recevoir un pardon de sa part, de dire les choses. J'avais vraiment à cœur de lui dire, mais moi je vis mal tout ça, j'ai un profond mal-être. Peut-être que toi aussi, en fait, comme moi depuis toutes ces années, peut-être que tu t'en veux, peut-être que juste si on se parlait, ça irait mieux. C'était bien naïf de ma part, mais je regrette rien, parce que c'était vraiment l'intention dans laquelle j'étais. J'ai eu une réponse à cette lettre seulement 7 mois après lui avoir envoyé. 7 mois, c'est long pour quelqu'un d'innocent, je trouve. 7 mois après, on essaye de se voir, mais il trouve toujours le moyen d'annuler au dernier moment la rencontre, comme la peur de la rencontre, quoi, de la confrontation. Et moi, je me dis vraiment qu'on peut s'en sortir, qu'on n'est pas obligé de passer par une procédure judiciaire. Je me dis, mais c'est la famille. Et en fait, oui, on peut faire des erreurs dans une famille, mais on est catholique, on se demande pardon. Ça va aller, en fait. Ça va pas être facile, mais ça va aller. Je suis vraiment dans cette démarche-là. Et c'est très mystérieux parce qu'en plus de ça, c'est une sensation étrange. Comme si mon cousin et moi, on avait vécu quelque chose d'unique à deux. Et c'est super étrange, c'est un peu vraiment le syndrome de Stockholm parce que c'était comme une espèce de couple, alors que ça n'a rien à voir. J'avais 5 ans, il en avait 14, j'en avais 10, j'en avais 18. À la fin, donc c'était très étrange. Mais j'avais besoin d'en parler. Lorsqu'on s'est retrouvés, ce qui était fou, c'est que on s'est dit bonjour comme si de rien n'était. J'étais venue avec ma sœur, il était venu avec son frère et on s'est fait la bise. Et ce comme si de rien n'était, pour moi, était fou. De me dire, mais il peut se passer des choses graves et on fait comme si de rien n'était. C'était ça qui était extrêmement douloureux pour moi. On prend un temps pour parler ensemble, ça aura duré 15 minutes top chrono. Parce qu'il ne se souvenait de rien. Et moi, je lui disais, mais c'est pas parce que tu ne te souviens pas que tu ne l'as pas fait. Et lui me disait, vraiment tenait ça mort du cul, il me disait, si je l'avais fait, je m'en souviendrais. Et on est resté là, rien ne s'est dit. Et on s'est quitté comme ça. Et c'est la suite de cet entretien que j'ai enclenché la procédure vraiment judiciaire. Ça éclabousse toute la famille, c'est la fracture, c'est le tsunami, on parle plus que de ça dans la famille. Tout le monde tombe des nues, mais personne ne vient me parler directement, personne ne m'écrit, personne ne m'appelle. C'est ma mère qui prend un peu les choses en frontal. Mon grand-père me convoque, il me demande, il me reproche presque de m'être laissé faire. Il me dit, mais pourquoi tu as pas dit non ? Et moi, j'essaie de lui expliquer qu'une enfant de 5 ans, c'est un bébé face à un jeune garçon de 14 ans, qui est grand, qui est fort. Et c'est que lorsque je lui montre l'image de la cousine que j'avais à l'époque, qui avait 5 ans, et de mon frère qui avait à l'époque 14 ans, qu'il comprend quelque part et qu'il se tait. Comme si il acquiesçait et qu'il se disait effectivement. Je pense qu'il me croit, au point qu'il fera vraiment cette démarche d'écrire à mon cousin, donc à son petit-fils, pour qu'il me demande pardon. Je ne sais pas s'il lui aura répondu, je crois que non. Mes grands-parents et quasiment tous les membres de ma famille sont perturbés parce qu'en fait, ça ressasse toute leur histoire à eux. Et ils ne comprennent pas pourquoi cet étalage public. Le linge sale, on le lave en famille. Tout le monde est vraiment profondément choqué. Les injonctions fusent. Oh, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Puis bon, t'es quelqu'un de vaillante. Heureusement que c'est tombé sur toi. Tu vas quand même pas porter plainte contre ton cousin, ton sang, ta race. Puis ça se fait pas.
Oh, ça va, pense à autre chose, passe à autre chose, ça passera. Tout plein de phrases assassines comme ça. Et la famille voudrait qu'il y ait pardon, mais pas de procès. La justice divine, oui, mais pas la justice terrestre. Ce que je trouve terrible, c'est qu'on met Dieu à toutes les sauces. Et dans mes oncles et tantes, il y en a 2 qui sont religieux. Ils parlent de Dieu sans arrêt, de la charité, qu'il faut que je pardonne à mon cousin. Et moi, je suis vraiment en colère contre ces réactions qui pour moi, ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas ajustées. Dans ma foi, c'est chaotique, je vais plus à la messe. Et même si au fond de moi, grâce au sacrement, aujourd'hui, je peux le dire, je sens bien que ma relation à Dieu existe, mais je suis dans une telle colère que je ne supporte plus l'église, je ne supporte plus la messe, parce que pour moi, c'est quelque part une autre famille, et comme la famille est chaotique, je ne peux plus rentrer dans une église. L'honneur de la famille, cet honneur qui est vicieux. On ne se parle plus. Les seules fois où on se retrouvera, ce sera aux enterrements. Ce qui est choquant, c'est de constater que je suis devenu le bourreau et que mon cousin est devenu la victime. Je détruis l'honneur de la famille et le pauvre cousin est la victime de tout cette cabale presque. Je ne suis pas victime. Il n'y a pas de compassion pour moi. Mais par contre, il y a énormément de compassion pour mon cousin qui, le pauvre, est acculé de toutes parts. Et moi, je suis vraiment dans une sidération folle de constater à quel point et avec quelle rapidité les rôles sont inversés. Réellement. C'est moi qui dois pardonner. C'est moi qui dois pardonner. C'est moi qui suis victime de lui qui doit pardonner. Ça, c'est fou. La procédure judiciaire est du coup entamée. La police procède à des interrogatoires et une bonne partie de la famille y passe. Et le sujet principal de la famille sera celui-là. Ça occupe tous les esprits. Et je découvre au fur et à mesure que mes frères et sœurs sont interrogés. Alors ceux avec qui je m'entends extrêmement bien me préviennent. Et je m'entends bien avec tous, mais certains me préviennent et d'autres non. Et là, vraiment, durant tout ce processus, je prends conscience de cette réalité qui est vraiment méconnue, de cette souffrance, en fait, à la suite d'un abus, quel qu'il soit, qui me ronge de l'intérieur, qui ronge les victimes comme une gangrène. Alors que tout le monde dit que c'est pas grave. Les gens à l'extérieur ne voient pas et se disent c'est pas grave. Et du coup, toute mon histoire me permet de découvrir, grâce à cette procédure judiciaire, qu'il y a vraiment quelque part une généalogie de l'inceste dans ma famille, qui est abyssale. Je me rends compte que je vis entre des violés et des violeurs. Et que cette procédure judiciaire est vraiment là aussi pour stopper un système vicieux qui pourrit notre famille de l'intérieur. Mon frère aîné, que je dis mon héros, reconnaît lui-même qu'il a touché ma petite sœur. Il le reconnaît devant toute ma fratrie, ma famille. Et pour moi, c'est un acte de courage de sa part que j'admire. Et encore aujourd'hui, je n'aurai de cesse d'avoir vraiment cette admiration pour lui parce que personne ne lui a demandé quoi que ce soit. Et il a été capable de reconnaître. Ce qui était une grande souffrance pour moi parce que mon cousin ne reconnaissait rien. Et lui m'a dit, Clémence, il n'y a pas un seul jour où je ne me souviens pas de ce que j'ai fait avec ma petite sœur. Il lui a demandé pardon. Et je me suis dit, alors c'est possible. Alors c'est possible d'avoir fait une connerie, une grosse connerie, et de demander pardon, et de reconnaître. Moi-même, je me suis rendu compte que j'avais quelque part peut-être voulu reproduire ça avec mon petit frère, ce que j'avais vécu avec mon cousin, de reposer les mêmes gestes. Les faits n'étaient pas aussi graves, parce qu'on avait une différence d'âge qui était moindre et que j'aimais beaucoup ce petit frère et que je ne voulais pas lui faire de mal et qu'on en a parlé après. Mais ça n'avait rien à voir avec simplement des jeux qu'on peut faire entre frères et sœurs dans la découverte de la sexualité. Et c'est grâce à ça, grâce à toutes ces expressions, tout ce qu'on a pu se dire, que nous réussissons à avoir une belle relation aussi entre frères et sœurs parce que les choses sont dites. Pas avec tous, mais avec certains d'entre eux. Mon petit frère, par exemple, m'a dit que ça l'avait marqué, mais pas traumatisé.
Ça l'a pas empêché, d'avoir des relations normales avec des filles par la suite. Et aujourd'hui, il est marié, il a des enfants et il va bien. À ce moment-là, mon cousin et ses parents prennent conscience qu'il y a un vrai risque de condamnation. Je pense pas de prison, mais ça reste dans la tête. Ils deviennent de plus en plus agressifs, ils se renferment sur leurs mensonges, sur leurs dénis. Et au bout de 3 ans de procédure, la plainte est rejetée par manque de preuves. Il faut passer à un autre endroit pour avoir plus de moyens et pour que les policiers puissent faire mieux leur travail. Et moi, seule, sans le soutien de mes parents, j'y serais jamais arrivée. Je n'avais pas les moyens et puis je n'avais pas la force psychologique pour mener à bien les choses. Mais du coup, j'avais le choix. Est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête ? Soit enterrer l'affaire, soit aller plus loin. Et j'ai décidé de continuer. C'est une décision qui m'appartient. Mes parents m'ont vraiment laissé libre. C'est moi qui ai décidé. Et de tout ce que j'avais appris de la situation familiale, je ne pouvais pas ne pas continuer. Je décide donc de continuer et de porter plainte une seconde fois. Pendant toute cette période, moi, je suis suivie par une psychothérapeute qui m'aide beaucoup. Et le travail thérapeutique que j'ai fait durant toutes ces années, et qui est encore d'actualité d'ailleurs, c'est pour moi important de le dire, surtout en tant que catholique, et surtout après avoir vécu dans cette famille qui mettait le sacré, le divin avant le terrestre, qui pense que prier suffit. Et moi, je ne suis pas d'accord. La thérapie complète le chemin spirituel. La thérapie, c'est important. C'est un chemin de vérité, c'est un chemin d'ouverture. Ce n'est pas antinomique, ça se complète réellement. Mais ce travail thérapeutique ne suffit pas. Et ma relation à Dieu est vraiment... je suis dans une relation de colère, je brûle de l'intérieur. Heureusement que je suis soutenue par ma mère, et je le dis à plusieurs reprises, parce que c'est comme si ma mère, qui m'a donné la vie une fois, m'avait redonné la vie à plusieurs reprises. J'essaye de me reconstruire. Retrouvez la suite et la fin du témoignage de Clémence la semaine prochaine sur Bethesda. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante: témoignage@bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une production de Zeteo, une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.